Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans cette table ronde sur l'accompagnement des projets d'innovation collaborative. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Impliquant les labos et le transfert technologique. L'objectif de cette table ronde, c'est de mettre en lumière justement les modes de collaboration publique, privé, la passerelle entre les laboratoires et les entreprises, le financement des projets innovants. Donc, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Loubna Salak. Je suis Data Community Leader au sein de Cap Digital et responsable des partenariats scientifiques. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 intervenants que je leur remercie d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Pauline Dalmasso, chef de service des industries techniques et de l'innovation. Delphine Gilges Crampon, chargée de partenariat scientifique au sein d'Institut Carnot, et puis Adrien Bourdin, ingénieur transfert au sein de CNRS. Et Pauline, j'ai oublié, c'est le CNC. Donc, avant de commencer, je vous laisse présenter vos structures et répondre à une petite première question d'ouverture. Selon vous, c'est quoi un projet collaboratif, un partenariat entreprise publique privée et publique? Peut-être commencer avec Pauline. Bonjour à tous et à toutes et merci effectivement pour l'invitation. Donc je suis chef du service du soutien aux industries techniques et à l'innovation au sein du CNC. Donc pour recontextualiser un petit peu pour ceux qui connaîtraient pas forcément très bien le CNC, donc le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui fêtera l'année prochaine d'ailleurs son 80e anniversaire. C'est une vieille dame, qui est un organisme public qui dépend du ministère de la Culture et qui accompagne les filières et soutient les projets et les créateurs, soutient financièrement notamment dans les domaines du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo. Et donc au sein du centre et notamment de sa direction du numérique, le service du soutien aux industries techniques et à l'innovation va chercher à soutenir le développement, la structuration, la croissance, l'excellence des filières techniques, encore une fois du cinéma, de l'audiovisuel, du jeu vidéo, de l'immersif aussi, et va aussi chercher à favoriser le renouvellement de la création visuelle et sonore et la mise en valeur des œuvres, des savoir-faire français à l'international. Et on le fait notamment via une aide qui est assez spécifique et unique au sein du centre, qui est l'aide aux moyens techniques et qui vient soutenir des projets techniques différenciants, innovants. Donc c'est à ce sujet-là qu'on va retrouver des thématiques d'innovation collaborative, mais on va en parler juste après. Et pour répondre un petit peu à la question, en tout cas une première piste de réponse, je pense que la notion d'innovation collaborative, pour nous, ça veut dire que aucun acteur ne détient tout seul toutes les clés de l'innovation et que donc on a tous à gagner à se mettre autour de la table, donc entreprises, institutions publiques, universités, artistes même, publics, pour réfléchir autour de ces notions d'innovation. Et ça veut dire aussi, pour nous, ça veut dire une volonté pour encourager ces dispositifs-là, mais ça veut dire aussi difficulté, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler juste après. Merci Pauline. Delphine. Bonjour, donc Delphine Gilges Crampon de l'Institut Carnot-Mines, qui est un des 39 instituts Carnot en France. Juste pour redétailler un petit peu ce qu'est l'Institut Carnot-Mines, c'est 44 centres de recherche, 9 établissements de recherche publics, plutôt des écoles d'ingénieurs pour ce qui est du Carnot-Mines. En fait, nous, on représente soit 680 contrats de recherche avec les entreprises par an, à peu près 26 millions d'euros de recettes directement avec les entreprises sur 40 millions de recettes avec l'ensemble du monde socio-économique. C'est juste pour dire que, en fait, la recherche partenariale, donc la recherche collaborative liée à l'innovation, est vraiment ancrée dans l'ADN de ces centres de recherche. Et le label Carnot qu'on a pour cet institut vient montrer un fort engagement de l'ensemble des acteurs de l'Institut vers le déploiement de la recherche partenariale au bénéfice de l'innovation des entreprises. Et donc, vraiment, la recherche collaborative est au centre des préoccupations des laboratoires
de l'Institut Carnot, avec vraiment les entreprises viennent nous voir avec leurs besoins, leurs problématiques, leurs challenges, leurs défis face aux grandes transitions, par exemple. Et le chercheur, lui, comme il connaît les contraintes, les enjeux des entreprises, est capable de définir une approche pour l'accompagner sur le développement de solutions derrière. Donc il y a une co-construction de programmes de collaboration qui se fait en bonne intelligence avec l'interlocuteur et le partenaire futur. Merci Delphine. Adrien? Donc bonjour à tous, je m'appelle Adrien Bourdin et je travaille en tant qu'ingénieur transfert au sein de la délégation Paris-Centre du CNRS. Donc c'est-à-dire que je m'occupe des laboratoires qui sont sur ce domaine et en particulier sur tout ce qui est sciences cognitives, maths, informatique. Alors le programme des ingénieurs transfert, c'est un programme du CNRS qui a été lancé en 2022 et qui a en fait un objectif qui est assez complémentaire à ceux des Carnot, puisque le but en fait c'est toujours de créer plus de liens entre le monde socio-économique et les laboratoires. Donc il y a deux en fait conséquences à cela. Côté chercheurs, ça va leur permettre de gagner du temps, puisqu'on va s'occuper de leur trouver des partenaires, de faire la prospection pour eux, ce qui permet aussi de débloquer des nouvelles ressources, des nouvelles données sur lesquelles travailler, des nouveaux champs d'expertise. Et en parallèle, on fait une cartographie de leur activité, donc il y a vraiment une présence en laboratoire qui est constante. Cette cartographie en vue de pouvoir guider de l'autre côté les partenaires industriels, les entreprises, associations, institutions, pour directement identifier l'interlocuteur qui soit le plus adapté à leurs travaux de recherche et on va dire décomplexifier un petit peu le labyrinthe académique quand on veut engager un partenariat de recherche, puisqu'à la clé il y a quand même un accès à des compétences qui sont rares et qui permettent d'accélérer l'innovation. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est ce genre de programme qui peut aussi, je pense, aider. Voilà. Très clair, merci beaucoup Adrien. Et justement, je me permets un petit peu de compléter tout ça, autant aussi au sein de Cap Digital. On est un petit peu situé, on va dire, au milieu de tout ça, comme facilitateur, activateur de l'écosystème. Et ce qui fait justement, il y a tellement d'initiatives très intéressantes entre les financeurs, les laboratoires de recherche, l'Institut Carnot, toute la dynamique des pôles universitaires d'innovation qui s'installent au fur et à mesure pour créer plus, on va dire, cette dynamique. Les clusters également, si je parle des clusters de l'IA en Île-de-France, mais je suppose que quand même dans vos structures, il doit y avoir quand même des petites contraintes juridiques de construction de ce travail partenarial. Et voilà, et j'aimerais bien qu'on fait un petit peu le point sur ça et discuter avec vous sur les freins juridiques, culturels également et organisationnels. Selon vous, dans votre quotidien, dans vos structures, hein, comment vous voyez ça? Et quelle est votre vision par rapport à ces enjeux-là? Comme vous voulez. Alors pour les Instituts Carnot, comme c'est un label où on est justement, on reconnaît le professionnalisme de la relation avec les entreprises, c'est un point qui permet de faciliter puisque tout est structuré pour fluidifier cette relation, même s'il reste quelques freins ou des complexités à lever. Mais en tout cas, ce professionnalisme s'entend par l'écoute active, par la formalisation rigoureuse des contrats avec des livrables, des jalons, des échéances, même si à la recherche on a une obligation de moyens mais pas de résultats parce qu'on n'est pas dans la prestation, on a quand même quelque chose de clairement formalisé derrière. Donc voilà, et l'enjeu pour que ça fonctionne, c'est qu'il y ait une vraie proximité entre le laboratoire et l'interlocuteur de l'entreprise, de façon à ce qu'il y ait une bonne définition des enjeux de chacun, des contraintes de chacun, et ensuite une bonne répartition des retombées du projet. Voilà. Très clair.
Pauline ? Oui, je pense que c'est tout à fait clé. Ça fait partie effectivement des contraintes ou en tout cas des obstacles qu'on peut nous faire remonter sur ce qui pourrait empêcher ou ralentir ou freiner une collaboration entre une entreprise et un organisme de recherche, quel qu'il soit. Je pense qu'il y a des contraintes qui sont même plus philosophiques quasiment dans les états d'esprit. Si on parle spécifiquement des secteurs des ICC, il y a des contraintes de temporalité parce que le temps de la recherche n'est pas le temps de l'entreprise. Le temps de la recherche est particulièrement long. Le temps de l'entreprise peut être particulièrement court, notamment dans ces secteurs-là, encore une fois. Si on parle de tournage, si on parle de production, on n'est pas du tout sur les mêmes temporalités. Donc je pense que ça, c'est un des premiers obstacles qu'on peut avoir en tête. Un deuxième obstacle, ce serait aussi la nature même des entreprises qui composent en fait le tissu industriel des ICC. Il y a quelques grands groupes qu'on connaît bien, mais sinon, pour tout le reste, c'est une vaste majorité de PME, voire de TPE. C'est plus de 900 entreprises dont en fait la majorité sont de petites structures qui font moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec peu de permanents. Donc ça crée une complexité à exploiter, conserver des résultats de recherche ou avoir même des équipes dédiées qui peuvent s'intéresser à ces sujets-là. Ça n'empêche pas que ces entreprises innovent, voire même font de la R&D en interne. Mais voilà, ça peut bloquer des perspectives vraiment de collaboration sur le long terme et approfondies. Et comme je le disais au début, peut-être une différence d'état d'esprit, tout simplement de mindset, pour utiliser un mot anglais affreux. Et c'est pour ça qu'on a besoin, je pense, de médiation entre ces deux cultures, la culture d'entreprise et la culture de la recherche, parce qu'on ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes concepts, on n'a parfois pas les mêmes objectifs. Et donc, quand parfois on n'a pas les mêmes objectifs, je pense que c'est aussi sain de se dire que en fait, le partenariat peut s'arrêter là et c'est pas grave. Pas faire non plus l'innovation collaborative pour faire de l'innovation collaborative. Donc oui, nous c'est effectivement les principaux obstacles qu'on constate. Ouais. Très clair, merci beaucoup. Alors moi c'est vrai que en fait je travaille dans un SPV, donc service partenariat valorisation à la délégation, qui va en fait s'occuper de la contractualisation des projets de recherche. Donc c'est vrai que dans cet environnement, je suis assez bien placé pour voir que la majorité des ralentissements, voire des abandons de projets, ils sont liés à des problèmes juridiques, souvent contractuels, et qui trouvent aussi leur source notamment dans des problèmes humains en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs humains dans la gestion d'un projet, dans la contractualisation, et il y a en fait un contexte à connaître souvent qui entoure ce projet et qui va malheureusement disparaître parce que en fait la structure même du service fait qu'il y a quand même pas mal de turnover et il y a beaucoup de pression, beaucoup de contrats, en particulier sur la délégation Paris-Centre, ce qui fait que quand une personne part, elle va aussi partir avec toute cette information annexe qui permet la bonne menée des négociations, de la contractualisation, etc. Donc d'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir des personnes qui se placent à l'intermédiaire, qui fassent aussi la mémoire un peu de ce projet pour l'amener jusqu'à son terme. Donc après, évidemment, il y a des stratégies qu'on peut utiliser pour fluidifier et surtout pour anticiper tous ces problèmes. Justement, l'anticipation, en fait, dès le départ, mettre l'administration dans la boucle pour gérer les questions de propriété intellectuelle, etc. Poser des jalons, ça c'est très important aussi. Et ce travail de traduction entre le langage industriel et le langage de la recherche, parce que comme on sait, c'est pas la même temporalité et c'est pas aussi la même manière de concevoir le projet de recherche. Voilà. Complètement, merci. Oui, je voudrais juste aussi rajouter le risque. Souvent, la recherche est perçue comme un risque, mais avec les laboratoires de recherche publique, c'est un risque partagé parce que quand un laboratoire s'engage dans un projet collaboratif, il investit également. Il n'y a pas que l'entreprise qui investit sur le projet, le laboratoire investit également et en plus derrière pour dérisquer un peu ce type d'investissement parce que c'est pas une charge, c'est plutôt un investissement sur l'avenir. On a des dispositifs, on a pas mal de dispositifs en France, des aides directes ou indirectes qui viennent diminuer un petit peu ce risque. Donc je pense qu'un des freins sur le risque peut être quand même levé en discutant, en expliquant les possibilités, mais après effectivement pour certaines structures ça reste compliqué.
Complètement. Merci beaucoup Delphine. Et justement, en parlant un petit peu de ces difficultés, de ces contraintes, je suppose qu'en tout cas le travail partenarial a évolué quand même pendant des années pour structurer, enfin évoluer, mais ça nous fait aussi penser aux nouveaux outils qui peuvent aider. Justement, on a abordé tout ce qui est cartographie, on parle des guichets communs également, il y a pas mal de choses. Donc voilà, je voulais un petit peu également creuser avec vous cette partie-là et comprendre mieux. Est-ce qu'il y a des nouvelles dynamiques et des outils d'accompagnement qui vont venir un petit peu pour épauler toute cette énergie, on va dire, que met en place les ingénieurs de transfert, les charges de partenariat, les financeurs également côté CNC avec Pauline. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des nouvelles dynamiques à creuser et aussi les outils surtout que vous avez dans votre quotidien ou que vous développez jusqu'à aujourd'hui? Peut-être pour répondre effectivement pour le CNC, effectivement notre aide aux moyens techniques finalement est assez jeune. Elle a maintenant 3 ans d'existence, donc c'était aussi elle faisait suite à des dispositifs historiques du CNC qui existaient déjà, mais sous cette forme-là, elle est effectivement assez jeune. Donc c'est aussi une preuve que face à la technologisation, je ne sais pas si c'est un néologisme, mais en tout cas la plus grande part de technologie aussi dans les techniques du cinéma et le visuel et du jeu vidéo, il a fallu aussi nous adapter au CNC pour suivre ces évolutions et adapter nos dispositifs de soutien. Donc c'est une aide sélective qui vient soutenir des projets qui concourent à la fabrication, la création, la production, la conservation, la diffusion d'œuvres. Et dès le départ, il y a eu une volonté effectivement de garder une sollicitation, une incitation à un lien avec la recherche, la R&D. Et la manière dont ça se traduit concrètement dans le dispositif de soutien, c'est qu'en fait, on propose une bonification financière pour les projets qui sont déposés en collaboration avec un organisme de recherche. Donc on ne soutient que des entreprises, les laboratoires ne sont pas éligibles à cette aide-là, mais s'il y a un partenariat qui est noué, à condition que l'organisme de recherche porte une partie des dépenses et ait le droit de publier ses propres résultats de recherche, on peut proposer effectivement une bonification sur le taux de soutien sur les dépenses éligibles. Donc voilà, ça c'est un exemple d'adaptation de nos dispositifs à cette volonté-là. Je dois être honnête en vous disant qu'à ce jour, ça n'a jamais été appliqué. On n'a jamais eu l'occasion de soutenir ce type de projet, donc ça illustre parfaitement la thématique des obstacles et de pourquoi c'est compliqué. Voilà, appel à la candidature. Peut-être si on élargit un petit peu plus sur d'autres outils publics, vous les connaissez très bien, mais on peut mentionner les appels à projets France 2030 et notamment le plus récent, ce qui concerne les ICC, qui porte sur la transition numérique dans le secteur de la culture en lien avec l'intelligence artificielle qui, de manière encore plus poussée par rapport à celui qu'on connaît bien, France 2030, grande fabrique de l'image, 350 millions d'euros, etc., pour moderniser les capacités de tournage et de studio numérique. Là, il y a un cran supérieur qui est franchi dans la volonté de se rapprocher des thématiques de recherche. J'en parlerai pas plus parce que le CNC n'est pas opérateur sur cet appel à projet, mais je tiens à le signaler quand même sur les guichets qui sont accessibles et sur la volonté de faire entrer aussi la recherche dans les dynamiques industrielles en ce qui concerne les ICC et voilà, rester vigilant effectivement sur ces évolutions et en ce qui nous concerne, adapter nos politiques de soutien un petit peu au fil de l'eau. Très bien, merci beaucoup. Alors les Carnot, ça existe depuis quasiment 20 ans, donc ça commence à être bien rodé entre guillemets, avec des évolutions au fil du temps, notamment des structurations par filière économique, de façon à adresser de manière spécifique ces filières économiques, de façon à fonctionner aussi en réseau, en regroupant plusieurs instituts Carnot sur une filière et avoir une meilleure connaissance de cette filière et mieux l'adresser dans nos actions, en ayant notamment des actions d'acculturation de nos chercheurs pour la filière et aller vers les entreprises pour porter ce que peut apporter la recherche à l'entreprise. Donc vraiment là-dessus. Et puis il y a les nouveaux outils de financement de la recherche type PEPR qui, dans leur esprit de soutien de la recherche, visent aussi à prévoir le transfert futur des résultats vers les entreprises derrière. Et puis tout un ensemble d'outils. Alors j'ai pas forcément envie de les citer là, mais comme les PUI, les pôles d'innovation,
qui viennent restructurer un peu l'écosystème de la recherche française pour intensifier, améliorer, fluidifier le transfert des résultats des laboratoires vers le monde socio-économique. Donc voilà, et les ingénieurs transfert en font partie, en plus des PUI derrière. Donc effectivement, pour prendre le relais, moi je vais vous dire ce qui se passe côté CNRS. Donc en fait, il y a deux principales initiatives, on va dire. La première, c'est justement le déploiement des ingénieurs transfert pour en fait, on va dire, booster l'arsenal des partenariats de recherche qui sont déjà possibles. Donc tout ce qui est de l'ordre, par exemple, des tests CIFRE qui vont se faire à cheval entre une entreprise et un laboratoire. Les laboratoires communs, pareil, qui sont en fait des projets de recherche à cheval entre les laboratoires et les entreprises, mais sur du plus long terme. Et surtout, une structure qui est très importante, qui est CNRS Innovation, qui est en fait un spin-off, on va dire, privé du CNRS, qui a pour objectif de faire du transfert. Donc, c'est-à-dire identifier chez les chercheurs les projets ou les thématiques qui pourraient avoir un impact important socio-économique et les accompagner. Donc ça peut être des prématurations, c'est-à-dire leur donner de l'argent pour en fait développer des projets émergents. Ça peut être aussi un programme RISE qui leur permet carrément de monter une start-up. Donc ils accompagnent 15 projets par an environ. Et donc ils sont accompagnés vraiment à toutes les étapes par des experts. Il y a aussi quelque chose au niveau du logiciel libre, donc programme open. Et très récemment, ça a été lancé cette année, c'est InnoBridge, donc qui vise en fait à développer des technologies qui sont disruptives en collaboration aussi avec des entreprises. Donc en fait, chacun met la main au portefeuille pour, sur une durée courte, susciter des innovations de rupture. Voilà, donc c'est à peu près tout. Okay. Merci Adrien, et merci à vous. Et justement, j'aimerais aussi compléter par rapport à la position des pôles de compétitivité dans cet écosystème qui va également essayer de jouer un rôle facilitateur, on va dire accélérateur entre les entreprises et les laboratoires de recherche et les dispositifs de financement dans les différents secteurs. Donc voilà, juste pour dire que nous aussi, on est dans cette dynamique, on est dans cet esprit de travail collaboratif, de renforcement des travaux de recherche, mais aussi d'une vision aussi industrielle, de comprendre justement le langage qui est différent. De notre côté, on essaie quand même avec les profils qu'on a au sein de nos pôles, entre des gens qui ont fait aussi de la science, mais qui savent aussi parler avec les entreprises, c'est de pouvoir essayer en tout cas aider et contribuer dans l'écosystème à faire communiquer les demandes. Donc je retiens de toute façon de ces échanges qu'il faut beaucoup de mutualisation de ressources, le côté relations humaines derrière ça, et puis également les outils qui vont aider, les dispositifs de financement, bien évidemment avec des démarches administratives assez légère, j'espère. En tout cas, je pense qu'il y a pas mal d'efforts qui se font sur ce côté-là également. Et donc voilà, j'aimerais juste avoir votre dernier mot de fin sur si vous avez un levier, un message, une action clé, on va dire, pour continuer à renforcer le travail collaboratif, et le transfert technologique entre laboratoires de recherche et entreprises. Alors moi j'ajouterais un mot, ce qui est important c'est d'augmenter les zones de frottement entre les entreprises et les laboratoires, comme ces tables rondes dans les salons, mais c'est vraiment de faire en sorte que les deux mondes se rencontrent le plus possible pour que chacun sa culture de l'autre et ensuite puisse faire émerger des idées de collaboration derrière. Donc c'est vraiment important de multiplier ces échanges pour que chacun puisse comprendre les contraintes, les enjeux de l'autre et puisse se projeter en fait sur une future collaboration. Tout à fait. Pauline. Et je pense qu'il y a aussi un travail collectif à faire d'identification, ne serait-ce que des disciplines de recherche en fait qui sont concernées par les problématiques industrielles. C'est vrai que nous, on touche donc à l'image, au son, donc ça peut concerner des sujets d'acoustique, des sujets de compression vidéo, des sujets de colorimétrie, l'intelligence artificielle générative évidemment. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour une entreprise de faire le lien derrière avec la discipline de recherche concernée et donc ensuite identifier le bon laboratoire. Donc je pense qu'effectivement toutes les initiatives qu'il y a en ce moment de cartographie, de mise en relation, mais ne serait-ce que cartographie
cartographie en fait, arriver effectivement à identifier et cartographier ces sujets-là sont très précieuses et peut-être aussi garder l'esprit ouvert sur les possibilités de collaboration. Ça peut être du partenariat, ça peut être des tests chiffres effectivement, ça peut être tout un tas de choses. Des accès à des plateformes, des moyens technologiques tout simplement. Tout à fait, j'avais noté d'autres, des stages effectivement, du transfert de personnel, les pôles territoriaux. Donc voilà, garder aussi un esprit assez ouvert, assez large sur les possibilités de collaboration qui en fait peuvent être assez vastes. Et peut-être in fine, mais pour l'effort intellectuel, de se poser aussi la question de pourquoi est-ce qu'on cherche à encourager ces collaborations, est-ce que vraiment ça fait sens ? Je sais qu'il y a des questionnements aussi sur l'implication du privé dans la recherche. Il y a un très bon article dans Le Monde qui est apparu à ce sujet hier, donc de aussi toujours garder une boussole sur pourquoi est-ce qu'on cherche à encourager ça, quelle est la finalité, est-ce que ça fait sens, voilà, de garder aussi ces questionnements-là à l'esprit. Je pense que c'est assez sain. Oui, donc moi je suis tout à fait favorable à cette idée justement de susciter le dialogue entre les deux parties, et je pense que ça passe vraiment par un renforcement de la collaboration entre les pôles de compétitivité et les structures d'accompagnement à la recherche, puisque vous avez le portefeuille d'industriel et nous on a les laboratoires, donc je pense qu'il faut multiplier ce genre d'événements parce que in fine c'est toujours un problème humain, il faut que les gens se rencontrent, parce que là, c'est une collaboration, c'est pas abstrait quoi, et donc la multiplication de ce genre d'événements est très positive. Voilà. Super. Très clair justement, et je suis aussi convaincue que le travail partenarial, c'est de la confiance entre les partenaires, et ça se construit au fur et à mesure avec des petits projets comme a précisé Pauline, ça commence vraiment avec j'en ai vu également des projets qui commencent avec un stage et se terminent avec des labcoms, donc effectivement, et c'est grâce à ce genre de salons, de rencontres qu'on arrive quand même à networker, à discuter, et voilà, donc je n'ai qu'à vous remercier d'être présent aujourd'hui pour cette table ronde, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci. Je crois que ça va être très court. Il faut l'allumer peut-être, oui. Ok, c'est bon. Donc bonjour, je m'appelle Guillaume. J'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est quant au financement des partenariats. Alors j'ai vu, vous infirmerez ou confirmez qu'il y a eu une réforme sur le crédit impôt recherche, a priori, et que du coup, je voulais savoir si ça avait un impact sur justement ces collaborations entre entreprises et laboratoires. Et la deuxième question, c'est plus par rapport à l'aspect cartographie dont vous parliez il y a 2 secondes. Moi, en tant que TPE, des fois, je recherche des compétences particulières. J'aimerais savoir, du coup, globalement, qu'est-ce qui existe comme solution pour me permettre, moi, d'aller essayer de chercher quel est le laboratoire précisément qui correspondrait à mon besoin, quoi. Voilà. Alors, sur la première question, c'est vrai que le CIR, c'est un dispositif fiscal qui est revu chaque année, et cette année, malheureusement, il bouge un petit peu encore. Donc, c'est un sujet. Normalement, il est plus ou moins pérennisé sur ce qui est dépenses de personnel, etc. Mais c'est vrai qu'on est tous les ans, il y a des amendements qui sont mis pour le modifier. Jusqu'à présent, il a tenu bon. Donc, on peut continuer à compter dessus, je pense. On verra en décembre. La LPF, ce qu'elle dira, mais je pense que le SRIR ne sera pas éradiqué directement. Mais il existe aussi potentiellement d'autres aides. Ça, c'est une aide indirecte. Et vous pouvez aussi avoir des subventions où on parlait de la CIFRE, où il y a l'agence, l'ANRT, qui vient apporter une subvention pour contribuer. Alors c'est dans le cadre de thèse, mais des projets sur 3 ans avec un doctorat qui est financé. Mais voilà, il faut pas. Il y a un site qui est très bien fait, je trouve, sur les appels à projets.
où on retrouve toutes sortes d'appels à projets. Donc vous pouvez le consulter si vous voulez, je vous donnerai le lien après. Et concernant les cartographies, des fois il faut pas hésiter juste, par exemple les instituts Carnot, on travaille en réseau, on connaît pas mal de monde, donc si nous on n'a pas la compétence en interne et que vous nous donnez votre accord pour communiquer votre besoin, dans ce cas-là on le transférera à d'autres laboratoires qui nous semblent pertinents dans notre environnement. Et je me permets également de compléter parce que également nous aussi dans les pôles de compétitivité, ça fait aussi un petit peu notre rôle de faire le lien avec les institutions de recherche et on fait également du diagnostic pour la R&D avec notre équipe R&DI qui va permettre un petit peu en fonction de vos besoins il peut vous guider sur un guichet de financement ou bien d'aller vers un chercheur par la suite via notre réseau de partenaires. Donc voilà, nous aussi également on peut, voilà, si vous avez des questions beaucoup plus précises sur ça, n'hésitez pas à me contacter, je peux faire la mise en relation nécessaire pour ça. Je vais juste compléter avec une dernière chose, c'est vrai qu'en plus des Carnot et des pôles de compétitivité, on va mettre en production justement la cartographie sur laquelle on a travaillé bientôt, donc qui devrait être communiquée par le CNRS, qui devrait permettre en fait simplement de renseigner la compétence qu'on a besoin et en fait d'identifier le laboratoire qui sera idoine. Et il y a une autre chose, c'est qu'on peut aussi en fait juste simplement contacter les services partenaires à valorisation parce qu'en fait en fonction de sa localisation géographique ça peut être facile justement parce qu'il maintenant il y a des ingénieurs transferts dans la plupart donc voilà. Et pour compléter aussi, concernant le CNRS, on en a parlé un tout petit peu, il y a un PEPR spécial qui a été développé, qui s'appelle ICAR, qui est en place maintenant depuis 1 an à peu près, je crois, et sur 9 thématiques qui concernent les ICC, ça va de tout ce qui est technologie liée à la valorisation dans les musées, les patrimoines, la musique, la danse, dans l'audiovisuel bien sûr, où il y a des ateliers d'accélération qui sont organisés très régulièrement, justement pour mettre en relation les chercheurs avec le monde industriel. Donc c'est à peu près ce format, hein, généralement un atelier, c'est sur une journée, et on teste aussi des solutions qui sont sorties de laboratoire, notamment sur l'audiovisuel. Il y a eu à la SCAM assez récemment un test sur un corpus de métadonnées, donc sémantique en l'occurrence, pour analyser et voir la pertinence de ce graphe sémantique qui sortait d'un laboratoire de recherche. Voilà, et ça va continuer, et donc il y aura des appels aussi à manifestation d'intérêt pour des porteurs de projets qui souhaiteraient travailler avec les labos qui seront dans ce dispositif PEPR ICAR. Il y a un site internet d'ailleurs aussi dédié. Juste pour compléter aussi, j'ai oublié, mais n'hésitez pas à contacter votre chargé d'affaires BPI. C'est toujours intéressant, ils ont plein de solutions de financement de prêts, etc. Et connaissent bien aussi, ce sont nos relais, donc ils peuvent aussi vous accompagner sur tous ces sujets de financement. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va faire une petite pause, du coup, et on se retrouve à 15h, et ce sera tout à fait dans la continuité... À 16h, pardon. Oui, j'ai pas bien regardé la pendule. À 16h, donc pile. Et donc justement, on fera un premier point avec Stéphane Doniquian, d'ailleurs, qui est déjà là, sur une cartographie des équipes de recherche de l'INRIA dans les domaines qui nous intéressent. Donc ça sera tout à fait dans la continuité de ce qu'on vient de se dire. Voilà. Et ensuite, on aura une table ronde avec différents experts, chercheurs et industriels, donc pour compléter et donner un peu les tendances aussi en matière de recherche actuellement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.